Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smeisters, créatrice de État de Flow, résidence d'artistes et podcast qui contribue à l'inspiration, à la mise en œuvre et à l'alignement de vos projets de création. Je facilite votre processus créatif grâce à des espaces d'accompagnement, d'immersion, de rencontres, d'exploration ou encore d'intégration. Seul ou avec des invités, je vous partage ici des conversations inspirantes, des clés et des pistes de réflexion pour vivre votre art avec davantage de fluidité. Au printemps dernier, j'ai convié quelques artistes autour d'une table ronde digitale dans laquelle, durant 4 semaines, nous avons partagé nos points de vue sur tous les sujets gravitant autour de la créativité. Aujourd'hui, je vous propose un 4e épisode hors série, issu de nos échanges passionnants, afin de vous en faire profiter. Créatrice de l'agence de communication Moodboard, je l'ai déjà reçue une première fois dans l'épisode 50 de ce podcast. On se retrouve aujourd'hui au micro pour parler plus particulièrement de créativité et de ruse, de la différence entre créatif et récréatif, d'improvisation, d'humour et d'authenticité dans nos créations. Nous parlons du profil énéagramme de l'artiste et de ses sous-types. Et elle nous expose le processus créatif de sa dernière œuvre, l'écriture de son livre auto-publié « Développement d'amour ». Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Céline Legendre. Bonne écoute. Bonjour Céline. Bonjour Elisabeth. Alors, je t'ai reçue dans le podcast déjà il y a quelques mois, c'était l'épisode 50. Nous avions parlé à ce moment-là de communication et notamment de l'audace d'être soi dans sa communication. Tu es particulièrement créative ou plutôt récréative, nous allons en parler, dans ta communication mais aussi dans ta vie. Tu as fait partie de la cellule Contouring, dans laquelle on a beaucoup parlé de créativité, on a fait le tour et le contour même de la créativité, beaucoup d'échanges. Et justement, aujourd'hui, on va pouvoir un petit peu plus particulièrement parler de cette créativité. La créativité, c'est un rapport avec la ruse. J'ai envie de commencer par ça, la ruse du renard aussi. Dis-nous en plus si tu veux bien. La ruse du renard, oui, ça me fait sourire parce que je me rappelle du coup qu'on a échangé là-dessus dans la cellule Contouring. Et que c'était peut-être même un peu l'introduction de mes premiers mots dans la cellule. Je vois le renard comme un rusé, parce que comme le second du loup, ou comme le metteur en scène de l'ombre, donc ça me plaît bien de me dire que le renard a souvent la vérité stratégique, et un peu de recul aussi. Comme il n'est pas dans la lumière, il peut vraiment être le garde-fou des idées créatives qui sont sur scène. Alors qu'est-ce que tu veux dire par « il n'est pas dans la lumière » ? Quand on prend l'exemple du loup et du renard, dans la plupart des histoires pour les enfants, même, on a souvent loup qui va au-devant des péripéties, je ne sais pas, aller manger l'agneau par exemple, et renard, lui, va plutôt être comme ça, caché au cœur de la forêt, pour peut-être fomenter avec lui le plan. Oui, voilà, d'où la ruse, un peu plus en arrière, mais bien rusé quand même le renard, bien créatif. Et je me reconnais pas mal dans l'entité même du renard, en fait, qui est un animal totem pour moi, autant par l'écho du Petit Prince, bien sûr. Le fameux que signifie apprivoiser, cela signifie créer des liens. Ça fait très écho chez moi de créer des liens. Et en même temps, j'aime beaucoup cette dynamique de cet animal un peu malicieux. C'est intéressant que tu parles de malice. La malice, on pourrait se dire, tiens, il est un peu pervers presque. Mais ce n'est pas ce côté pervers, c'est le côté malicieux même de l'humour un peu. Oui, ce serait plutôt ça. Capacité d'autodérision, sarcastique peut-être de temps en temps aussi. Et la créativité du coup du renard va l'aider à quoi ? À mieux vivre son quotidien, aller avec tous les détours que la vie lui propose, justement. Ouais, je le vois quand même comme un bon gestionnaire des imprévus. Tu as parlé d'apprivoiser.
Parle-nous de un peu plus, si tu veux bien. Du mot apprivoiser. Du mot apprivoiser, est-ce que ça vient... Chercher chez moi. Voilà. Ouais. Ça me touche beaucoup comme mot, ça m'émeut même. Dans le rituel de s'apprivoiser, c'est prendre le temps de créer des rendez-vous ensemble jusqu'à ce qu'on ait l'habitude de se connaître. Finalement, ça permet d'accéder à la connaissance de l'autre en prenant le temps. Donc j'aime beaucoup cette idée de, comme Renard et Petit Prince se disent, si tu viens me voir tous les jours à 16h, dès 15h, je commencerai à penser à toi. Il y a vraiment cette idée de se mettre dans l'intention d'attendre l'autre. Je me rappelle que tu nous as partagé de l'idée d'accepter d'être apprivoisé. Apprivoiser, attention, ça ne veut pas dire dompter. Bien sûr. Donc apprivoiser, ça veut dire garder son identité, sa singularité. C'est évident que, oui, dans l'apprivoiser, il y a le côté je gagne en intimité avec l'autre aussi. Et du coup, je lui partage peut-être un bout d'histoire personnelle, d'expérience vécue. Il y a de la transmission, du coup, qui se fait entre deux êtres. Et après, une relation de confiance qui peut s'installer. Et à partir de ce climat de confiance, je me dis qu'on peut aussi s'autoriser à faire vœu de vulnérabilité et donc de créativité. Oui, et ça me rebondit aussi sur ce point que tu avais partagé de l'improvisation. Tu expliquais que tu avais besoin justement de te sentir bien avec la personne, en confiance, dans un climat d'accueil de qui tu es, pour pouvoir improviser. Improviser, c'est la créativité aussi. Improviser, c'est même un antidépresseur. Je pense que improviser, c'est sûr qu'il y a un art du jonglage et en même temps, moi je me sens pleinement vivante quand j'improvise. Parce que dans l'instant présent peut-être. Oui, complètement. On parlait là donc de la créativité, de la ruse. Tout ça, ça servirait à quoi au final cette créativité selon toi? Tu fais preuve de créativité. Pourquoi? Pour qui? Dans quel but? Te sentir vivante? Oui, parce qu'à la base, il n'y a pas de plan, pour le coup, comme le renard. Il n'y a pas de plan attendu à produire ça. Par contre, quand je connecte cette essence-là, je sais que je suis pleinement dans l'ici et maintenant, que ça crée de la joie en moi. Oui. Et du coup, c'est régénérateur. Et je me dis que ça doit aider le monde à se porter mieux aussi. Finalement, c'est improviser tous les jours, improviser notre vie. C'est vivre pleinement maintenant, sans attendre de résultats et sans suspicion, sans peur. Et là, on revient dans l'instant présent, dans la vie et dans le vécu. Oui, et dans improviser, il y a l'idée de rompre les flux, c'est-à-dire de ne pas toujours prendre la même route peut-être pour aller d'un point A à un point B qu'on connaît bien. Et rien que ça, en fait, c'est s'autoriser à avoir d'autres circuits, dans les neurones aussi, je pense, dans notre fonctionnement. Tiens, aujourd'hui, j'ai pas de chouchou, si je mettais un stylo pour attacher mes cheveux, et au final, c'est s'autoriser à ne pas avoir de limites. Oui. Remettre de la joie, remettre du fun, tout ça c'est très important pour toi. Archi important. Et puis mettre du fun, mais aussi essayer, expérimenter. Il y a toujours cette idée chez moi de dire on verra bien. De nouveautés? Un peu, oui. De sortir du quotidien, de la routine? Ouais, de mettre de l'extra dans l'ordinaire, tout le temps. Tu parles de cette zone de compétence qu'est la créativité. Une zone de compétence qui est disponible pour tout le monde. Ça rejoint ce dont on parle avec Margot Miglior dans un autre de ces épisodes de cette série. Une compétence à valoriser dans le monde. Trop peu valorisée à ton goût? Ah, c'est sûr. Je pense à un livre qui s'appelle La pensée créative, qui est magnifique et qui redore justement le blason de la créativité en disant c'est une soft skill, c'est une compétence douce. Il serait temps de se rendre compte qu'elle sert énormément aux entreprises et pas uniquement à notre enfant intérieur qui s'amusait à la récré. On parlera évidemment de l'enfant intérieur. Restons sur, ça peut accompagner par exemple les entreprises. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus concrètement, toi qui accompagnes notamment les entrepreneurs dans différents domaines, vas-y, dis-nous un petit peu. Il y a vraiment l'idée d'humer, de sentir le vent et la tendance déjà. Donc quand on est au cœur d'un marché, pour ma part c'est le marché du bien-être et aussi celui un peu des artistes, sentir pour l'autre, aller au-devant d'eux, il y a un petit travail d'anticipation et en même temps, si c'est très interne et que notre créativité nous permet de sentir la tendance, autant la partager aussi dans ce sens. Et donc d'accompagner finalement nos clients avec aussi, je pense, te connaissant, on en avait parlé dans l'épisode précédent qu'on avait enregistré donc. Sur l'audace. Sur l'audace.
Et dans cette créativité, il y a aussi cette notion de sensibilité et de singularité. Je parle très souvent de 5 S maintenant. J'ai singulier, sensible, sensé. Et en fait, dans sensé, il y a sens de l'amour et il y a aussi sur-mesure. Parce que c'est hyper important pour moi de personnaliser au maximum l'attente client aussi. La singularité, justement. On va rester un instant là-dessus. Je me rappelle quelques mots que tu nous avais partagés dans la cellule. Tu disais la créativité, elle est précieuse quand elle est un élan unique, non copié. Et tu parles de cette idée qui te tient à cœur de cultiver la différence et que ce n'est pour toi pas imaginable de reproduire une œuvre qui existe déjà. Vrai, oui. Voilà, il vaut mieux la détourner avec notre propre regard parce que justement tu aimes cette singularité. Peux-tu nous parler de ça ? Tu veux dire comment ça fonctionne à l'intérieur de moi ? Comment ça fonctionne à l'intérieur de toi ? Comment tu vois les choses et pourquoi ça te tient tant à cœur qu'on y mette sa personnalité peut-être ou sortir de la copie, tout ça ? Alors, étant donné qu'on a tous un super brin d'ADN, avec notre lot d'expériences, de cicatrices aussi, et d'émotions archivées, je me dis que tout ça vient forcément teinter la nouvelle production en cours. On aura beau vouloir copier, je sais pas, l'urinoir de Marcel Duchamp, Fontaine, comme il l'appelle, et ben peut-être que dans ton histoire à toi, il aura un autre nom de baptême et chez moi je lui mettrai une couleur à la faïence par exemple. Oui, finalement c'est une inspiration, ne pas la prendre telle qu'elle et y mettre de soi, encore une fois. Ah oui, le détournement d'objets, j'adore. T'as des exemples même de ce que toi t'as pu faire ou ce que t'as pu voir chez tes clients? J'ai un exemple qui est amusant dans le milieu instagrammable, on va dire, où j'avais une cliente qui en fait était conteuse et fait de la méditation. Et en fait, elle était hyper connue pour l'univers des fleurs. Et tout le monde lui disait quand je pense à toi, je pense illico, aux roses, aux pivoines, aux fleurs délicates et nobles. Et elle trouvait ça assez perturbant parce que j'ai fait un peu l'avocat du diable en bon renard avec elle et je lui ai dit c'est quand même terrible. Du coup, t'es pas fleuriste, t'es pas wedding planner, t'es pas chambre d'hôte et pour autant, dans ton feed Instagram, on ne voit que des fleurs. Donc on ne sait pas que tu es conteuse ou que tu fais de la méditation. Et elle a réussi à extirper, on va dire, le pouvoir des fleurs en le remettant au sein d'une série où elle a proposé des exercices de respiration et de reconnexion à soi, tout en gardant les fleurs parce qu'elle avait été identifiée à travers les fleurs par son public et sa communauté aussi. Oui, elle aurait pu essayer de dire je change complètement le vent de direction. Non, parce que c'était un brin d'ADN chez elle aussi, je pense. Donc la délicatesse des pétales qui tombent, voilà, c'était vraiment c'était sur mesure pour elle. J'ai envie de te poser une question. Je sais que ton actualité actuellement, justement, tu prépares un livre. Quand on prépare un livre, on a lu souvent beaucoup de choses avant. Ça doit être un sacré exercice aussi de trouver sa patte. Comment moi je vais raconter mon histoire? Qu'est-ce que moi je vais raconter? Beaucoup se disent tout est déjà dit, tout est déjà lu, écrit. Et comment tu t'en sors justement avec cette question de ne pas faire la même chose que les autres et de garder ton essence à toi? C'est une belle question. Je te remercie de la poser. En réalité, je me suis jamais trop dit je vais faire la même chose que les autres parce que ça vient d'un élan viscéral et personnel et ça vient d'un vrai chagrin d'amour que j'ai eu à 21 ans où je me suis promis et juré à moi-même qu'un jour j'écrirais un livre, point de départ de ce chagrin-là. Donc je me dis, en partant de là, c'est de l'histoire personnelle, il n'y a pas de copier-coller possible. C'est ce qui a motivé le livre. Maintenant, il s'est passé presque 15 ans entre cette histoire et la réalisation et la jeunesse vraiment du livre. Donc il y a eu forcément d'autres éléments qui sont venus se juxtaposer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu parles de lire beaucoup de livres, oui, on lit beaucoup de livres et on lit surtout le fond la forme plus que le fond aussi. J'ai eu là une période, les 3 mois avant l'écriture, où j'avais l'impression de ne voir que les jaquettes des livres et d'être plus capable de descendre dans les livres comme on ferait de la plongée sous-marine, comme si je devais m'obliger en fait à pas aller investir trop les mots tant que mon projet n'était pas... C'est la première fois que je ressentais ça en fait à la lecture. Mais même finalement, même une maquette, tu pourrais ne pas vouloir copier les mots, donc du coup tu te diriges... Moi je regarde plutôt les maquettes, mais au final, il ne faut pas non plus la copier la maquette, il faut encore aussi là créer quelque chose qui te ressemble. Oui.
Oui, du coup, je me suis vue, je me suis surprise à focaliser tantôt que sur les couvertures ou les quatrièmes, à regarder les résumés, à regarder les sommaires. Mhm. Tiens, quelle est la structure des chapitres? C'était très amusant de désosser complètement Oui. le C'était ta travail. technique alors du coup pour revenir et ne pas te perdre dans l'autre, c'est un peu ça, ne pas te perdre dans d'autres auteurs ou d'autres livres, c'est de bouger ton point d'attention, de ne pas rester uniquement à un moment donné sur les mots, uniquement sur la quatrième, uniquement sur le... C'est assez vrai ce que tu dis, oui. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai d'abord, sans structure, laissé couler le flot artistique. Oui. Et je me suis autorisée, lors du deuxième confinement, à vraiment écrire pour écrire, Oui. sans intention d'être lue, sans intention d'avoir un nombre de mots attendus, pas d'ossature, en fait, pas de cadre. Et derrière, cette année, j'ai fait appel à des coachs qui sont venus, eux, m'apporter finalement la colonne vertébrale qui me manquait. Ce qui t'a permis donc de garder ton essence, ce que tu voulais réellement dire, parce que parfois, en partant du cadre, on reste serré, On peut n'arrive être pas trop à l'étroit. Ouais. Ouais. Et là, à l'inverse, alors j'ai quand même eu l'impression, en bon artiste, parfois de me sectionner une jambe, parce que quand tu dois garder que la moitié de ton texte initial, tu as quand même l'impression que tu vas perdre en émotion, ou tu espères que le lecteur va quand même suivre le cheminement, même s'il y a des ellipses. Mais néanmoins, ça a été très chouette d'avoir du coup cette espèce de petit ange gardien, on va dire, qui était le coach, qui venait me dire « Tiens, cette histoire-là me touche, là, au niveau de la temporalité, je suis perdue, donne-moi plus à cet instant, là, peut-être que ça suffit. » Voilà, ça m'a vraiment permis de... Oui, et puis peut-être aussi, quitte à reprendre des bouts, à les utiliser ailleurs, dans d'autres chapitres où ça se prêtait mieux, de comme... là, je rentre avec toi évidemment dans le processus créatif, mais on pourrait imaginer plein de choses. Évidemment, de dissocier des histoires, de commencer un peu comme dans des séries. Parfois, on voit le début ici, la fin est un peu plus loin. Oui. Et pour ne pas perdre non plus, c'est très important de garder ce lecteur, ou en tout cas ce spectateur, ou le regardeur de nos œuvres, de ne pas l'oublier complètement. C'est un challenge. Oui, bah là, dans l'intention de la plume, il y a régulièrement des pages ressources à l'attention du lecteur pour que justement, lui ne se perde pas que dans le flot de mes histoires personnelles, qui là, au demeurant, pourrait être finalement ne pas intéresser du tout le monde entier si ça reconnecte pas à un besoin pour le lecteur de peut-être lui aussi mieux gérer une transition amoureuse, parce que c'est un peu l'objet du livre, tu vois, c'est l'amour. Donc c'est gagner aussi en expérience bien-être, pouvoir récupérer des petites idées d'activités peut-être à faire après telle blessure ou tel chagrin en cours. C'est comment finalement, ton livre, c'est comment tu te portes sur ton histoire, c'est ta marche finalement. Oui. Tu te sers de ton histoire pour en extraire des leçons de vie, des apprentissages. Oui, chaque leçon est une bénédiction, je le vois comme ça. On parlait de cadre, et en même temps, tu nous partageais cette idée de ce qui était académique, justement, pouvait t'enfermer, enfermer ton âme sauvage. On en arrive tout doucement à l'enfant intérieur, évidemment. Est-ce que c'est ça dont on vient de parler un petit peu? Un peu, oui. L'enfant intérieur, chez moi, il est très agité, il a envie de jouer, et en même temps, heureusement que j'ai cette espèce de femme institutrice à l'intérieur de moi qui est un petit peu plus rigoureuse et qui vient lui dire quand c'est pas la récréation et qu'il est l'heure de travailler. Être créatif, tu nous le disais dans la cellule contouring, c'est laisser l'enfant intérieur prendre les manettes, mais maintenant tu nous dis quand même, il y a des moments où c'est pas sa place non plus. L'enfant intérieur, on va quand même maintenant lui laisser un petit peu de place pour le laisser s'exprimer. C'est l'âme, c'est ce que tu nous disais. Est-ce que tu es toujours aussi d'accord aujourd'hui? Est-ce que tu veux ajouter d'autres choses? Tu nous as parlé aussi de spontanéité, d'intelligence émotionnelle. Est-ce que tu voudrais développer? Oui, maintenant je crois très fort en ce concept qui, je sais pas, est canalisé là, comme ça, sorti un jour. Je me suis dit, en fait, pour moi, l'enfant intérieur est thérapeute. L'enfant intérieur sait, l'enfant intérieur a la solution. J'ai toujours l'impression que si on se connecte fort en dedans, lui, il sait si c'est oui, si c'est non, si c'est bien, si c'est mal. Je pense qu'on ne peut pas se tromper quand on se reconnecte à son soi petit. Et est-ce que ce ne serait pas parce que quand on est enfant, petit bébé, on vient de naître, on est purement magique, beauté, lumière, et donc c'est dans cette enfance qu'on contacte encore cette lumière et cette spontanéité, etc., cette intelligence émotionnelle.
Et donc, quand tu penses enfant intérieur, finalement, ça te permet intuitivement et inconsciemment de te reconnecter à ta lumière. De revoyager, ouais, vers ça, vers cette essence. Bah, on peut prendre un exemple tout simple. Les enfants, en général, savent quand ils n'ont plus faim, par exemple. Parce qu'ils sont en capacité, dans leur propre corps, c'est très clair. Je ne finis pas mon assiette parce que je n'ai plus faim. Là où l'adulte va avoir implémenté des tas de croyances par-dessus, il faut finir son assiette, socialement ça se fait pas. Et du coup, je pense que l'enfant sait plus à certains instants dans ses besoins vitaux et dans son fonctionnement intrinsèque. Mieux connecté en tout cas. Mieux connecté à lui, oui. Restons sur la spontanéité. La créativité, c'est, tu dis, la petite sœur de la spontanéité. Et la spontanéité ne demande qu'à sortir de sa boîte. Comment tu fais pour... est-ce que pour toi, ça a toujours été là, la spontanéité, ou à un moment donné, tu t'es dit, là, j'ai envie de lui mettre un peu plus de place, lui ouvrir la boîte, justement? Alors, comme j'ai fait du théâtre très petite, avant même de savoir lire, j'ai demandé à faire du théâtre à 6 ans. Et je pense que, en fait, c'est là où j'ai ouvert la boîte à spontanéité, sans jamais... me dire qu'elle était censurée chez moi. Donc je pense que j'ai de la chance de l'avoir ouverte, parce que sinon je me considérais quand même plutôt de nature introvertie et sensible. Mais en ayant ouvert cette boîte tôt, j'ai découvert l'extraversion. C'est pas contradictoire, c'est pas contraire d'être introverti et spontané. C'est vrai. Finalement, on pourrait le croire, mais non. Parce que spontané, ça veut dire on ressent quelque chose et on l'exprime. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on va l'exprimer sur les réseaux sociaux, qu'on va le dire à la télévision, qu'on va le dire à tout le monde et qu'on va le chanter sur la place du village. Oui, ou de le dire de manière exubérante, tout à fait. Le tout n'est-il pas de le dire à la personne avec qui on a un lien à ce moment-là? Je vois que tu acquiesces. Tout à fait. Est-ce qu'il y aurait des conditions justement favorables à la créativité? Oh oui, évidemment. Je pense que le silence... En fait, faire appel au vide pour que l'espace créatif puisse nous remplir me paraît être une vraie condition sine qua non. Donc le silence, tout de suite, moi, me connecte à des pensées créatives. La douche aussi. Oui. Le fait de laisser glisser et évacuer. Du coup, ce serait purifier le canal, purifier, laver les pensées, le corps. Du coup, le Reiki. Le Reiki, tout à fait. Et j'ai remarqué aussi que l'exercice des rêves éveillés libres, je ne sais pas si tu connais ça, ce principe-là, parce que finalement on se met un peu dans un état semi-conscient, et tout de suite on connecte aussi à l'imagination en fait, en dedans, avec beaucoup d'images. Pour certains c'est des ressentis plus corporels. Donc ça me fait travailler la créativité aussi. C'est lâcher le réel, accepter de se laisser un peu voyager, ne pas être non plus totalement dans le sommeil, et accéder à des images, et se dire que ces images, elles ont peut-être quelque chose à nous dire. C'est ça, c'est les messages de l'inconscient, mais qui sont bel et bien là, agissant en nous à chaque instant. Tu parlais du flow, de laisser le flow nous traverser dans un moment justement où tout est calme, et c'est là où la créativité peut aussi avoir lieu. Oui, j'ai régulièrement l'impression qu'en fait, quand on est juste créatif, c'est pas un truc qu'on a produit en nous, c'est que le canal a laissé descendre une information qu'on va pouvoir traduire dans la matière avec qui on est. Est-ce qu'on n'en revient pas ici à la spontanéité finalement, où on a enlevé les blocages, les résistances? Oui, on a lâché le carcan. Ouais. Et donc on reçoit. On reçoit une inspiration de dire, de faire, d'être... Et on ne la bloque pas. Donc on est dans notre spontanéité, dans notre pleine expression créative. Oui, il y a une impulsion. Dans tous les cas, il y a du mouvement en fait. Pour moi, le mouvement créatif, ça va ensemble. Oui, d'où le flow. Oui. D'où le flow. Et de garder cette fluidité aussi dans la créativité. Et en même temps, il peut y avoir des blocages. C'est ce que tu nous parlais, de quelques blocages. Tu nous as parlé notamment du temps, ou peut-être de l'environnement. Le temps. C'est le fameux la magie, pour que l'âme agit. Il faut laisser le temps quand même que la pâte monte, comme dans une recette. Et donc oui, ça peut arriver que, je sais pas, dans un temps limité, on attend de moi d'être la consultante créative plus, et dans l'heure et demie avec lequel je vais avoir travaillé avec une personne, c'est pas là où j'aurai mon meilleur qui est apparu. Mais assurément, si c'est sous la douche le soir, ou même 2 jours après, que j'ai quelque chose pour elle et que je sens que je tiens une ficelle, je ferai le SAV sur le sujet, parce que des fois, le temps
créatif n'est pas au rendez-vous là où on l'attend. J'adore l'idée du SAV finalement parce que nous, thérapeutes, accompagnants, qu'on soit même les consultants, peu importe, comme tu dis, on est payé un temps donné, sauf que la création, la créativité, l'idée, le petit truc qui va faire en plus ne vient pas à ce moment-là parce qu'on a besoin du temps d'intégrer, de laisser toutes les idées amalguer ensemble et faire une nouvelle idée. Et comme tu dis, on ne sait pas si ça va arriver dans l'heure où on est avec la personne ou plus tard. C'est un sacré défi, je pense, justement, pour les personnes qui veulent accompagner et qui se disent « Ouais, mais si je ne donne rien et si ça ne vient pas à ce moment-là ?» C'est pour ça qu'il faut rester en disponibilité, je pense, de l'information créative qui peut arriver et puis peut-être même être un bon récepteur, pas uniquement un émetteur, dans le sens où peut-être que l'autre, le coaché en l'occurrence, aura reçu aussi une autre information au cours de la journée suivante qui pourra venir impacter la création définitive. On sort un instant de ta spécialité, la communication, mais tout en restant dans cette idée d'accompagner, c'est ce que tu fais quand même. Ça veut dire qu'on propose à la personne de dire, voilà, on va rassembler nos idées, on va discuter, on va faire bouger tout ça pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et on se revoit, ou je te texte plus tard, je te fais un mail plus tard, et on voit ce que ça donne avec un tout petit peu plus de repos. Et là, peut-être de faire une deuxième séance, ou de couper notre séance et de se dire on fait 2 fois 45 minutes au lieu de faire 1 heure d'un coup. Ça a pu complètement m'arriver. Et je trouve ça chouette de pouvoir avoir cette relation aussi de confiance, du coup, avec ses coachés, dans le sens, tiens, peut-être que c'est pas aujourd'hui que le Saint Graal est là, mais on l'aura demain. Donc ne pas se mettre la pression, et ouvrir aussi les possibles dans les manières d'accompagner, dans le temps. Avec de la flexibilité. Ouais, laisser la surprise, l'inattendu aussi possible en fait. Ouais, c'est une belle notion qui enlève la pression de la créativité maintenant et de se dire, oui, j'ai ces qualités, j'ai ces talents que j'ai développés, quel que soit le métier qu'on fait aujourd'hui. Je le sais, j'en suis convaincue, je le sais, ça a fait ses preuves. Mais je ne peux pas te promettre que c'est maintenant que l'idée de génie, génie. Ce serait trop factuel, en fait, de venir confirmer, affirmer. Moi, je vois la créativité toujours comme quelque chose d'un peu d'insaisissable aussi, qui est dans l'air. Donc justement, il peut y avoir des coups gagnants et des coups dans l'eau. Oui, finalement, on est des bons récepteurs, ou pas. Soit on bloque la réceptivité et on essaie de la cadrer dans un temps donné, etc. Et on a un client derrière, et après, c'est ça aussi, on remplit notre agenda. Il faut aussi libérer, je pense, de l'agenda pour se dire, si j'accumule les clients, j'aurai pas d'espace pour recevoir des informations plus tardives à d'autres. Ouvrir un petit peu le cadre. Je te présentais comme créative et plutôt même comme récréative. Tu te sens plus récréative. C'est ce que tu nous disais dans la cellule contouring. Est-ce que tu peux ici rappeler au micro la différence que tu fais entre les deux ? Alors, créative en capacité de produire de la création, récréative en capacité de fédérer autour de la création. Donc, je voyais plus la dimension collective dans le récréatif. Il y a un peu le côté faiseur de bonne ambiance aussi. Et puis, autoriser l'autre, accepter que l'autre peut être dans son autorisation créative aussi. Permets-toi, audace. Oui, tu parlais de cette idée aussi de... Peut-être que le créatif est un peu plus expert, là où le récréatif va vraiment être là pour s'amuser, plus léger. Plus léger. Oui. Et donc, du coup, il y a de la place pour toutes les formes de créativité. Et dans le côté social, c'est aussi ça, c'est de dire, te prends pas la tête. Oui. En fait, dans le récréatif, on ouvre à l'étonnement, à la surprise et à la magie qui peut arriver. Le créatif... parfois vient contacter quelque chose de plus douloureux. En tout cas, plus intime. Voilà. Personnel, oui. Plus personnel. Oui, parce que pas forcément intime. D'ailleurs, c'était une discussion de la cellule, de se dire, tiens, est-ce que quand on est créatif, on n'est pas sociable, on n'est pas vers l'extérieur, mais ici, parce qu'à un moment donné, notre création est quand même destinée à être vue et à être regardée. Peut-être la différence est dans une notion de divertir et de convertir. Je vais prendre juste un instant pour les redéfinir. On est plutôt dans le divertir, donc dit vers l'extérieur, con vers l'intérieur. Donc on est plus dans la conversion. D'ailleurs, on parle de se convertir à une religion. On est plus dans en dedans.
Et peut-être que l'idée aussi serait de trouver un équilibre entre les deux, ou des moments, des espaces où on va être dans la diversion, dans des récréations, et puis d'autres espaces où on est plus, peut-être même quand on est dans une en création d'entreprise, d'aller mettre nos valeurs, etc. Ça, c'est être plus dans la conversion. Ça te parle ? Ah, ça me parle complètement, et je pense que même tout équilibre entrepreneurial devrait tantôt être un vase communicant du dehors et du dedans. Parce que si on n'est que tourné vers l'extérieur, on risque l'épuisement professionnel et le burn-out. Et si on n'est que tourné vers l'intérieur, on risque que son développement d'activité n'existe pas s'il n'est pas donné en vitrine. Oui. Et toi, ce que tu nous amènes finalement avec le côté récréatif, c'est de ramener du fun finalement dans le côté sérieux. Souvent, oui. C'est repermettre à l'adulte qui a pris la responsabilité de devenir entrepreneur de s'amuser à cette idée. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que le côté social dont tu parles fait évidemment tout à fait référence au sous-type. Oui, un énéagramme. Alors, l'énéagramme, on en avait parlé dans le précédent épisode, mais là, j'aimerais bien qu'on l'utilise pour parler non seulement d'abord du profil de l'artiste, qui est le profil 4. Qui est le profil 4, parce qu'il y en a 9. Et puis que tu nous parles peut-être un petit peu des sous-types. Peut-être, comment l'artiste se retrouve, en tout cas, là-dedans. Alors, du coup, il y a différentes colorations à cette question. Oui. À la fois, l'énéagramme, du coup, dépeint 9 personnalités, 9 costumes ou 9 garde-robes disponibles. On a bien sûr un petit peu des 9 en nous, mais à notre naissance, ou en tout cas dans les premières années de vie, c'est dessiné, on va dire, une autoroute de comportement prioritaire. Donc 9 structures de caractère, un système passionnant des personnalités, sachant que voilà, depuis qu'on est tout petit, il y a quand même un chemin qui nous prédispose à nous comporter de telle façon, parce que ça vient surtout protéger en fait notre ego. C'est ni plus ni moins qu'un costume de notre ego. Donc l'artiste va avoir pris le costume numéro 4, qu'on appelle aussi le tragico-romantique, qui a besoin en tout cas de cultiver sa différence. Il y a vraiment l'ode de sortir du lot. C'est souvent un profil qui refuse la banalité au plus haut point. Mais alors, j'interromps juste une seconde pour quand même dire... T'es vraiment dedans, hein, parce que par rapport à ce qu'on dit depuis tout à l'heure... C'est vrai qu'il m'a fait écho assez vite quand même, sans trop l'ombre d'un doute. C'est aussi un profil du coup qui vit ses émotions à 1000 à l'heure et qui, en tout cas, ne se cache pas d'avoir des montagnes russes émotionnelles. Tu vois, être en capacité de vivre les joies avec beaucoup d'extase et aussi les moments de tristesse dans les profondeurs abyssales quand il le faut. D'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il accepte forcément ses émotions. Tout à fait. Ça, c'est encore autre chose. Exactement. C'est juste que lui, il les vit pleinement, mais pas toujours facilement. Il les vit de manière intense et parfois exacerbée par rapport à d'autres profils. Donc, on peut lui reprocher sa sursensibilité ou son côté exacerbé. Et en même temps, il y avait ce côté, si je ne me trompe pas, de chercher la beauté partout, le côté sublime. Il n'y a pas que la sensibilité et l'hypersensibilité. Il y a aussi quand même... Il y a cette quête du beau et, ça va avec. Et cette quête de sens même. C'est-à-dire que tout ce qui doit être fait avec une recherche d'authenticité maximale. Et oui, et visant aussi à améliorer le monde. Il y a quand même cette dynamique. D'où le fait qu'il n'aime pas la banalité. Oui. Il faut que ça serve, il faut que ça améliore, que ça... fasse grandir, expanser le monde et soit d'abord. Et donc la dynamique des sous-types. Mais oui. Alors ça, c'est encore une autre couleur alors du coup, je ne voudrais surtout pas spoiler tout ce que l'énéagramme peut apporter de magnifique. Le mieux étant de venir faire un stage en immersion avec une 20aine de personnes. C'est là où vous allez pouvoir vous découvrir à travers aussi l'effet miroir des uns et des autres. Oui, parce que de toute façon, comme tout profil, on n'a pas tout le profil. C'est-à-dire, on va souvent avoir une majorité de couleurs ici, en effet, dans un profil, mais on va aussi en avoir d'ailleurs. Donc, il ne faut pas non plus se mettre dans les cases. C'est pas trop inclusif et cloisonnant comme outil. Au contraire, c'est plutôt lumineux de se dire, OK, ma zone de talent est plutôt là. Oui. Mes limites aussi ont tendance à, quand je me mets en colère ou je suis sous stress, j'ai tendance à prendre ce costume. En avoir conscience aidera justement à aller développer les autres zones de talent, de compétences, de créativité sur les autres profils. Et alors,
juste pour qu'on comprenne bien, là on parle de profil et après on a des sous-types. Ça veut dire que tous les artistes ne vont pas être, on va voir en fonction du sous-type, tous identiques. Exactement. Donc déjà, vu que c'est important pour le 4 d'être différent, c'est parfois difficile pour lui d'admettre qu'il n'est pas si unique que ça puisqu'il dépend de la même famille. Oui. Donc des fois, cette révélation-là est déjà assez désarçonnante. Et en même temps, quand on découvre du coup la nuance de 3 sous-types, qui sont en fait 3 motivations inconscientes pour protéger notre ego, là encore, on peut se rendre compte qu'il y a des nuances immenses entre un 4 de sous-type, par exemple, survie, ou un 4 de sous-type social. Donc il y a 3 sous-types différents, le survie, le social et le tête-à-tête. Peut-être que tu veux un petit détail sucré de chacun. Je les connais maintenant grâce à toi, mais les auditeurs seraient ravis de découvrir. Alors, le sous-type survie va plutôt être attribué aux personnes cultivant le ressenti, aimant connecter à leur confort personnel, étant assez finalement connecté au centre corps et ayant une capacité à aussi, je trouve, choyer l'autre. En tout cas, il faut... Il y a beaucoup de confort et de réconfort. Voilà. Confort et réconfort sont des mots qui conviennent très bien, ainsi que rythme, routine, l'idée de se créer des habitudes convient plutôt bien au sous-type survie. Mm-hmm. Le sous-type dit social, lui, est plutôt tourné vers l'extérieur. C'est d'ailleurs toute une dualité dans le 4, parce qu'à la fois, il veut cultiver sa singularité et en même temps se mettre au service du collectif. Donc de temps en temps, il a ce lourd paradoxe de est-ce que je fais les choses au service du groupe ou au service de ma fantaisie ? Et tu vois, il peut ressentir un tiraillement important. Donc ce 4-là sera peut-être un peu plus extraverti, puisque tourné vers l'extérieur, là où on trouve des artistes plus introvertis, peut-être en survie. Enfin, le 4 en tête-à-tête, lui, conjugue une double intensité, puisque le tête-à-tête, par essence, recherche des shoots émotionnels, des shoots d'intensité dans ses journées, que ce soit avec des rencontres en one-one, mais aussi avec un livre qui pourrait dévorer de A à Z. Il y a un côté un peu jusqu'au boutiste dans le tête-à-tête qui aime consommer les choses, voilà, avec intensité, c'est vraiment le mot. Ce serait plus un artiste ou un créatif expert ? Expert, je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a des experts dans les 3 sous-types, et du coup, même dans d'autres profils non artistes, on trouvera des artistes aussi en énéagramme. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, il a la sensibilité au carré, parce qu'il est vraiment... dans son sous-type, il y a une recherche d'intensité, et dans son type aussi. Donc forcément, ça se conjugue. C'est souvent des êtres extrêmement intenses. Oui. Et donc intenses avec leur sujet de prédilection aussi. Oui. Ouais. Et ce sont des personnes qui peuvent se passionner pour un sujet et aller le visiter de fond en comble. Et donc, de nouveau, on n'est pas forcément que l'un, je le rappelle aux éditeurs. Souvent même, on est plutôt un, deux sous-types, avec un troisième qui est un peu plus à réveiller. Oui, voilà, ce serait plus ça. 2 chevaux au galop et un petit derrière à la traîne. Un poney. Merci déjà pour ce récapitulatif. Ça permet déjà d'avoir une belle vision. Mais encore une fois, on ne va pas se cantonner dans le profil et l'étiquette de l'artiste. Et de toute façon, l'artiste ou le créatif n'aime pas les étiquettes. Je pense avoir compris. Ça lui serait très difficile d'être cloisonné à sa case. Et on a des très beaux artistes chez les perfectionnistes ou même chez les loyalistes, parce que du coup, ce sont des personnes très visionnaires aussi. Donc, ça, ce sont 2 autres profils. 2 autres profils de l'énéagramme. D'accord. Ouais. Donc, on peut venir te voir, évidemment, pour en savoir plus. Pour faire un petit test de sa personnalité, oui, sur une interview. Je serais ravie de vous aider à vous découvrir. Voilà. Place à l'humour aussi, pour faire passer des messages. Et ça, tu sais faire. Et l'humour, ça peut être juste des petits mots, des façons de... Voilà, on l'entend, évidemment, je pense que les auditeurs ne l'ont pas manqué, dans peut-être les petits jeux de mots que tu vas utiliser. Toi, en tout cas, c'est ta façon de faire. Mettre un peu d'humour dans chaque geste, dans chaque interaction avec le monde. Ça fait partie de la créativité aussi. C'est une manière de communiquer qui, en tout cas, me ressemble bien. Je m'y reconnecte avec divertissement personnel aussi. Tant mieux si, en plus, je sens une réceptivité en face. Et j'ai d'autant plus envie peut-être de cultiver ça. Je ne crois pas que je fasse exprès. Vraiment, je pense que tout ce qui est lié au jeu de mots me vienne comme ça. Et du coup, ça contribue aujourd'hui à mon essence. Mais ça revient finalement à la spontanéité de tout à l'heure, oui. où tu as tellement libéré ce canal et cette facilité à réceptionner les mots.
Et finalement, tu parles en métaphore. Oui. Je joue sur les mots souvent sans même me rendre compte que je fais des inventions, c'est des néologismes, non, des nouveaux mots. Et finalement, sans le vouloir, tu amènes de la légèreté dans les conversations, tu amènes un lien peut-être plus étroit aussi parce que tu mets tellement de personnalité que forcément, on aime, on n'aime pas, mais quand on aime intensément. C'est une artiste qui me dit ça. Oui, mais alors après, tout à l'heure, tu as parlé d'improviser. Tu vois, il y a vraiment ce côté où tu es au monde tel que tu es. Et voilà, je pense qu'on a tous besoin d'entendre et de se rappeler ça. Les auditeurs qui nous écoutent là, c'est voilà vos particularités, votre singularité. Elle peut être dans des mots, elle peut être n'importe où. Mais oui, et vous avez le droit d'afficher tout ça haut, fort et clair, et ça va être merveilleux pour le monde et pour vous. Et rajouter un peu de sel, un peu de joie autour de tout ça. Oui. On a parlé de l'audace d'être soi, plus encore dans l'épisode 50, vraiment, je vous invite à aller écouter. Tu nous as quand même rappelé cette idée d'implication. D'implication, quand on parle d'audace, c'est s'impliquer en tant que porteur de projet, avec notre personnalité, et encore une fois, que ce soit dans notre communication, mais aussi dans notre vie, quels que soient les liens qu'on va entretenir, ici au micro, plus tard avec d'autres clients ou d'autres rendez-vous. Et cette idée de s'impliquer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment toi tu le vis ou comment tu nous conseillerais d'aborder si on n'a pas l'habitude? Alors c'est évident que oui, je m'implique émotionnellement aussi en partie, vu que c'est là où mon profil m'emmène en priorité. Aujourd'hui, je prends toujours le temps aussi de faire des appels découvertes pour voir si nous allons connecter aussi dans le voyage créatif et communicatif avec mes coachés. En fait, le temps ne m'importe peu pour le coup sur les moments de découverte comme ça. Je sais qu'il serait bien de calibrer 20 minutes, 30 minutes, ça c'est ce que le marketing voudrait nous faire croire. Mais en réalité, j'ai déjà passé 2h30 au téléphone délicieuse avec une personne qui n'est pas encore une cliente, mais je sais que ça en sera une un jour, tu vois. Et pour moi, c'était pas de la perte de temps, parce que dans l'instant, nous y étions toutes les deux pleinement investies. Oui. Et du coup, il s'en est d'ailleurs suivi un processus créatif personnel de cette conversation. Oui. Tu vois, rien n'est perdu, jamais. Et ça veut dire aussi que parfois, on cherche par exemple un coach. Il y en a beaucoup des coachs. On va chercher un artiste, on veut afficher une œuvre chez nous, on veut aller voir une pièce de théâtre. Il y a tellement de choix que parfois, c'est aussi grâce à cette implication qu'on va faire changer la donne. Oui. Parce que parfois, c'est pas l'œuvre qu'on va choisir. Mais l'artiste. Assurément. Alors là, je te rejoins à 100%. Je pense à un peintre avec lequel j'avais travaillé sa communication quand j'étais toute jeune encore en formation, en stage. Et je continue d'adorer sa façon d'aimer la vie et de croquer la vie. Et il m'a écrit dernièrement en me disant « Je crois que tu es encore plus carnivore de la vie que moi. » Et j'adorais cette espèce de ping-pong qu'on a gardé. Alors que pour le coup, j'aime énormément ses toiles, mais je crois que j'aime le personnage encore plus. Et finalement, on pourrait se dire, oui, mais tout ça, c'est encore une histoire de marketing ou de manipulation émotionnelle, etc. Mais absolument pas, parce que même dans la vie, quand on observe, alors peut-être moins dans les villes, mais dans les villages, on va faire appel au voisin parce qu'il est sympa, pour nous aider, parce qu'il est entrepreneur, et donc plutôt que d'aller chercher n'importe qui qu'on ne connaît pas, souvent on va chercher dans notre entourage, on va d'abord regarder dans notre entourage. Et pourquoi tel ou tel commerçant nous touche, c'est souvent une histoire d'énergie aussi et de fréquence. Oui, parce que tu parles de commerçants, des boulangeries, il y en a à tous les coins de rue. Oui. Parfois, le pain est aussi bon à gauche qu'à droite, mais la boutique est plus jolie ou plus authentique, le personnage aussi, et donc ça a fait ses preuves, l'authenticité. En tout cas, c'est un guide pour moi. Un guide pour être, c'est ça que tu veux dire? Ben, c'est surtout que si on s'autorise soit à être et qu'on vibre franchement cette fréquence, je pense qu'après, les gens qui eux aussi sont sur ce cheminement, y a comme une trajectoire de facilitation entre tous. Ça demande à ne pas vouloir plaire à tout le monde. Oui, par contre, oui. Vraiment, c'est une énergie qui circule. Je le vois comme ça, l'authenticité. Tu parles de circulation d'énergie. Parlons d'état de flow. On en a parlé un petit peu, mais on en a aussi parlé dans l'autre épisode. Mais je voudrais qu'on parle plutôt de l'état de flow
avec la créativité, que tu nous refasses un petit point de quel rapport tu mets entre les deux, comment tu vois les choses. Alors, quand je me sens en état de flow créatif, je pense que je suis dans une bulle. Pour le coup, je serais plus comme dans un tête-à-tête. Là, à ce moment-là, le social et l'extérieur m'importent moins. Il peut être là, mais il est comme flouté et pixelisé. Et je suis concentrée entre ce qui se passe dans ma tête, là où mes mains peut-être agissent, si c'est un mood board, un dessin, un collage que je fais. En tout cas, le processus créatif est entre ma tête et la production. Et le reste s'estompe. Donc, de la concentration, finalement. Ouais. Il y a aussi ce petit côté, le mental n'est plus à l'œuvre, il est coupé, il est sous un couvercle et ça s'agite dedans. J'ai l'impression que c'est plus bas, c'est plus au niveau du chakra plexus solaire que ça s'anime. Peut-être cœur aussi, selon s'il y a des émotions à faire traverser. En tout cas, c'est l'idée de faire, pour être. Et quand on parlait tout à l'heure de ton livre, est-ce que c'est dans cet état-là que tu te sens quand tu écris, quand tu es en plein processus créatif ? Alors, dans le cadre de mon livre, j'ai dû aller revisiter des moments passés. J'ai écrit des moments presque sur l'instant présent. Je suis plutôt allée voyager dans différentes sphères temporelles. Et je me rendais compte que j'avais besoin parfois de méditer avant d'écrire, juste pour me reconnecter à moi à 16 ans, moi à 20 ans, moi à 25 ans. Donc, j'ai fait ce processus un peu de méditation avant écriture. Globalement, ensuite, oui, quand j'écrivais... on a beau dire, faut écrire 1 heure tous les matins pour peut-être faire ses pages, etc. En fait, j'ai eu des jours prolifiques en matière d'écriture et d'autres plus fades ou moins productifs. Mais tu ne l'expliques pas forcément ? Tu avais mis des conditions quand même Là, j'avais les conditions qui étaient avoir du silence autour de moi. Donc, je revois cette idée de ne pas avoir de bruit pour pouvoir être dans ma bulle et dans mon action. Ouais. Et parfois ça match et parfois c'est pas pour autant que ça vient, que c'est le flow. Oui, ça le favorise. C'est arrivé 1 fois ou 2 où vraiment je me suis dit ce chapitre est écrit mais il n'existera pas comme ça. Voilà, mais finalement c'est arrivé assez rarement. J'ai fait 9 chapitres en tout et la plupart sont presque à l'état brut tel que je les ai écrits. Je suis pas tellement revenue dessus. D'accord. Tu en es où dans ce livre ? Eh bien, les chapitres sont écrits. Je suis en train d'ajuster le travail de la couverture avec un graphiste. Ça va être un livre du coup auto-édité. Et là, je vais sur le mois d'août être sur la partie formatage, correction, relecture, pour, je l'espère, impression et diffusion en septembre. Ça veut dire qu'au moment où on écoute cet épisode, normalement, le livre est sorti. Oh Que dis-tu à cette Céline qui aujourd'hui, le livre est sorti? Bravo, tu l'as fait, parce que je sens quand même que c'était quelque chose de très intérieur et que en fait j'ai réussi à activer le processus créatif en peu de temps. C'est-à-dire que c'était là à l'intérieur de moi depuis 15 ans et finalement en 6-9 mois la genèse a pu se faire. Bon moment, bon timing? Je crois bon timing, alignement avec les planètes, disponibilité aussi. Donc encore des notions importantes pour favoriser le flow, la disponibilité. Exemple type, j'ai refusé en juin-juillet de prendre plein de nouveaux coachés en me disant je veux que cet espace soit dédié à mon livre. C'était la première fois que je me choisissais vraiment moi pour un projet indépendamment de servir l'autre. Le dévouement ici, le dévouement à ta création, c'est vraiment tu as choisi que ta création c'était ta priorité, ton livre ici en l'occurrence, parce que ta création aurait pu être ton entreprise, mais là en l'occurrence c'était ton livre. Oui. D'y dédier ton temps, de l'espace physique, espace mental. Complètement. Et en fait d'être très heureuse de ça, parce que j'ai calibré ce temps pour, et je sais que ce temps, je ne l'aurais clairement peut-être pas eu dans le futur. Et là, je l'avais ici et maintenant. Oui, donc pas de frustration finalement d'avoir choisi ce livre plutôt que les clients. Ah oui, là j'ai une petite pierre dans mon porte-monnaie que j'embrasse de temps en temps et je lui dis « je me choisis moi ». Et ça fait écho à ce projet de livre, je me suis choisie moi. Le nom de ce livre, peux-tu nous le partager quand même? Alors il va s'appeler « Développement d'amour ». Il s'appelle, parce que maintenant on rappelle comment...
où on est. Il s'appelle Développement d'amour. Parle un peu de ce livre au présent, il est sorti, là c'est bon, on peut le trouver où? Alors on pourra le trouver dans un premier temps que en ligne, on verra par la suite. Mais en tout cas, j'aurai les liens en biographie nécessaires du coup pour le trouver en direct. C'est un livre qui forcément va parler et de développement personnel et d'histoires d'amour qui sont les miennes. Mais c'est pas uniquement des histoires d'amour, à savoir chagrin révolu de mes ex-petits copains. Il y a 9 états d'amour comme en énéagramme. Donc on retrouvera un petit peu la teinte, les pantônes de personnalité de l'énéagramme aussi. Et il y a, pour ne rien vous cacher, un chapitre par exemple sur mon chat et la communication animale et un sur ma grand-mère. Donc il y a vraiment 9 états d'amour. D'accord, oui, donc l'amour au sens large, pas uniquement entre un homme et une femme ou un couple. Tout à fait. Et en fait, chaque chapitre est une leçon un apprentissage en fait avec ce lien à l'autre et un lien absent ou du coup existant. Et chaque chapitre propose des ressourceries qui sont à la fois des lectures, des mantras et des activités de bien-être que j'ai moi-même expérimentées et qui m'ont aidée à chaque étape à grandir. On a parlé de développement d'amour, le titre de ton livre, l'amour et la créativité. Je pense sincèrement que l'amour est un terreau magnifique pour être créatif. On parle souvent de l'artiste maudit, etc. Moi, je pense plus que quand on se sent en sécurité, soutenu, que ce soit par la vie, l'amour vraiment avec un grand A, mais aussi des personnes de notre entourage, peut-être un amour des enfants, etc. Ça nous porte, ça nous pousse parfois à tenir nos ambitions, etc. Et la créativité, combien on peut être plus créatif pour sa famille parfois parce qu'on a une famille à nourrir ou autre. Je pense aussi que quand j'ai créé Moodboard, je suis tombée en amour pour Moodboard et que ça m'a aidée aussi à avoir de l'énergie abondante, une motivation sans faille. Alors oui, il y a eu de la régularité et du travail par-dessus, mais j'ai vraiment nourri cet état d'amour au fil des rencontres, au fil des nouveaux projets. Et donc je suis d'accord avec toi, je pense que l'amour gargarise nos projets. Je te propose de terminer là-dessus. Merci beaucoup Céline. Merci pour ce joli temps passé avec toi. Au Moudoir d'ailleurs, Moudoir, endroit, lieu créatif à La Rochelle. Et si vous voulez rencontrer Céline, prenez rendez-vous et venez, c'est magnifique, c'est un cocon de douceur. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou à ceux qui ont besoin de l'écouter. Si vous êtes artiste ou créateur de projet et souhaitez allier art et conscience et retrouver la fluidité, la légèreté et le flow dans les différentes phases de votre processus créatif, rendez-vous sur www.étatdeflow.com pour œuvrer ensemble à votre réharmonie créative. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.